Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'International by Globaliance. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir. Encore beaucoup de monde pour ce nouveau webinaire. Merci à vous tous d'être en ligne, de vous être connectés. Ce soir, nous allons parler du Maroc avec notre expert Saad Amoumi, fondateur de Harvard Consulting, qui nous fait la chance et l'honneur d'être avec nous. Donc, ce webinaire durera 30 minutes, à peu près 30 minutes, avec une partie 10-15 minutes de questions-réponses ensuite. Donc, je vous propose de poser vos questions à travers le chat ou l'onglet questions-réponses. Nous y répondrons à la fin de l'intervention de Saad pour plus de fluidité. En tout cas, merci encore et je vais sans plus attendre commencer tout de suite ce webinaire en présentant en quelques mots Globaliance parce que peut-être que certains d'entre vous, vous ne connaissez pas Globaliance. Donc, je suis Céline Batt, directrice générale de Globaliance. Globaliance est un réseau qui a été créé il y a 10 ans. On a fêté les 10 ans cette année. Et c'est un réseau d'experts pays qui regroupe donc des experts qui sont basés à l'étranger et qui vont accompagner les entreprises françaises dans leur développement à l'international. Nous sommes un réseau de structures qui sont francophones, donc parfois rassurant pour les dirigeants. Et en termes de mapping, vous allez voir la carte à l'écran. Aujourd'hui, nous regroupons donc 13 membres qui sont présents sur plus de 70 pays. Vous avez peut-être des noms que vous connaissez dans les structures qui sont indiquées en bas de l'écran. Aujourd'hui, en tout cas, donc plus de 70 pays couverts, donc la possibilité d'adresser de nombreux projets et de vous accompagner tout au long de votre déploiement international. En quelques mots aussi, donc Globaliance intervient sur tout le process d'internationalisation de l'entreprise, que ce soit d'études de marché, priorisation de marché, la recherche de partenaires distributeurs, importateurs, la création, l'implantation, mais aussi bien sûr le recrutement, le développement commercial qui est le cœur de métier des experts Globaliance. Et puis pour certains pays, bien sûr, l'aspect sous-traitance, sourcing, optimisation de la supply chain. Donc un panel large d'accompagnement. Et on remercie aussi évidemment tous les partenaires qui nous accompagnent dans la vie de Globaliance. Sans plus attendre, je vais donner la main à Saad. Vous avez effectivement les points de contact chez Globaliance. Donc, vous recevrez cette présentation. Le webinaire est enregistré. Donc, en tant que participant, vous recevrez aussi le replay de ce webinaire. Et donc, Saad, je te donne la parole pour entamer ce webinaire sur le Maroc. Merci Céline, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais avant tout faire le lien avec la présentation de Céline. Pour notre part, on a rejoint le réseau Globaliance depuis 7 ans et on est très content de faire partie de cette grande famille. Alors, tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Donc, je m'appelle Saad Amoumi. Je suis de formation économiste, formé en France et aux États-Unis avant de revenir au Maroc. De par ma spécialité, c'était plutôt la spécialité dans le secteur du transport et plus particulièrement aérien. Mais très vite, j'ai été intéressé aussi, j'ai eu l'opportunité d'aller vers le développement, le business development, notamment pour des sociétés qui sont implantées au Maroc. Donc, c'était souvent des projets qui partaient d'un business plan papier et qu'on a déployé à partir de zéro. Donc, d'où m'est venu un peu l'intérêt pour le business développement et l'interculturel, parce que dans nos métiers, comme l'a présenté tout à l'heure Céline, on est tous implantés dans les pays où on a, entre guillemets, cette expertise et tous avec plus de 15-20 ans d'expérience dans le pays. Alors, l'expérience que j'ai eue à travers, avant de lancer le cabinet en 2001, c'était autant dans le lancement de la première société qui gère les duty-free shops au Maroc. C'était 8 aéroports, 50 boutiques, qui bien sûr depuis s'est développé dans le secteur de la cosmétique et aussi dans le conseil avec notamment un projet de coopération américaine et qui m'a permis aussi de travailler
sur les écosystèmes locaux, parce qu'il s'agissait un peu d'apporter de l'aide aux TPE, PME partout au Maroc. Donc le cabinet est basé à Casablanca, mais on travaille dans tout le royaume. On est une petite équipe, on est 4 permanents. Mais on travaille avec un réseau d'experts parce que dans la plupart des projets qu'on nous confie, on nous demande une expertise dans différents secteurs et donc on préfère faire appel à un réseau qui est bien sûr référencé chez nous et qui a une expérience de plus de 15 ans pour la plupart. Donc, on est une SAI, hein, comme la plupart de nos partenaires au niveau Globaliance. Et bien sûr, comme a dit Céline, le réseau est implanté dans plus de 75 pays. C'est intéressant aussi parce que la particularité de notre cabinet, c'est qu'on travaille pour les projets qui s'implantent au Maroc, mais on travaille aussi pour les sociétés marocaines qui vont à l'international. On est Team France Export depuis janvier de cette année. Et on fait partie de beaucoup de réseaux comme Stratexio, l'OSCI, j'en suis le délégué Maroc, et d'autres réseaux comme Swiss Global Enterprise, etc. Alors, le Maroc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, peut-être le connaissent déjà. Je vais passer rapidement quelques informations. Cette présentation pourra être partagée avec vous si vous le souhaitez. Donc, je vais survoler parce qu'on est un peu pris par le temps. Donc, c'est une monarchie constitutionnelle avec la capitale à Rabat. Le nombre d'habitants, on est à peu près 40 millions actuellement. La particularité, c'est qu'on a une population, la pyramide des âges, très jeune. 54% des Marocains ont moins de 34 ans, qui est en même temps une richesse, mais un challenge. On le verra notamment par rapport à la problématique de l'emploi et de la formation, etc. Les langues qui sont parlées, c'est l'arabe et l'amazigh. L'amazigh, c'est le berbère. D'ailleurs, beaucoup de gens peut-être ne savent pas que le Maroc, à l'origine, était constitué de berbères et non pas d'arabes. Les arabes sont venus après. Bien sûr, le français reste une langue parlée partout et même la langue administrative. L'espagnol un peu moins, sauf dans les anciennes colonies espagnoles qui sont le nord et le sud, le Sahara. Et l'anglais maintenant devient de plus en plus une langue très importante, notamment par les jeunes. On trouve même maintenant souvent des jeunes qui parlent plus l'anglais que le français. Voilà des informations sur le PIB, la croissance qui est à un taux intéressant, enfin, qui est à peu près à 3 points, je pense, si je ne me trompe pas, 6 actuellement et qu'on prévoit de terminer à 4,1. L'inflation actuellement autour de 1%, ce qui est très honorable. Et la croissance des investissements directs étrangers est prévue d'arriver à un taux de 60% pour la fin de cette année. Alors, le Maroc est un pays qui a opté pour une politique libérale et très ouverte. Donc, d'ailleurs, la liberté d'entreprendre est parmi les droits fondamentaux garantis par la Constitution. Donc, cette ouverture vers l'extérieur a été mise en place dès le début. Et comme on va le voir à travers aussi tous les accords de libre-échange qui ont été signés, c'est vraiment maintenant un modèle qui a permis de développer, de tisser des relations non seulement avec l'Europe, et bien sûr la France et l'Espagne restent les partenaires principaux du Maroc, mais également avec les États-Unis, avec même un développement dans l'accord de libre-échange, le Free Trade Agreement, et d'autres, même maintenant la Chine, il y a un nouveau, enfin, le pays essaie vraiment de s'ouvrir et de collaborer avec la plupart des pays qui ont un peu cette volonté de commercer avec des mêmes valeurs que nous. Donc, l'objectif est bien sûr de permettre au pays d'assurer une croissance durable et donner des conditions de vie honorables aux citoyens. Les atouts du Maroc, alors, comme on le souligne souvent, le Maroc ne dispose pas de rente pétrolière ou gazière, ce qui était peut-être une chance, parce que ça a obligé le pays à travailler, parce que bon, la facture pétrolière et gazière représente
un impact lourd pour le Maroc, bien que nous avons quand même une richesse au niveau des phosphates, parce qu'on est le leader, enfin, on exporte, on réserve de phosphate mondial, mais nous payons très cher tout ce qui est pétrolier et gazier. Mais cette fragilité au niveau donc de l'énergie nous a permis de développer les énergies renouvelables, donc le solaire, éolien, etc. Les industries qui ont été développées, ça commence d'abord par l'agro-industrie, parce que c'est quand même un secteur qui est lié à l'agriculture. Il faut savoir que le Maroc reste un pays agricole qui essaye d'abord d'assurer sa souveraineté et sa sécurité alimentaire, ça c'est le plus important. Et lié à ça, une industrie agroalimentaire s'est développée qui reste très dynamique, où il y a encore beaucoup d'opportunités. D'accord. Maintenant, les autres industries qui sont développées sont bien. Le textile fait partie des plus anciennes industries, reste encore très florissant. C'est un secteur qui est très lié à l'Europe. Et si je me rappelle les ratios qu'on a eus l'année dernière quand on a travaillé sur un secteur textile, c'est quand même un secteur qui travaille à 80% avec l'Europe, notamment l'Espagne et la France. Ça reste très lié, mais où il y a aussi énormément d'opportunités. Le tourisme, bien sûr, avec un développement très important, et les autres industries comme l'automobile, avec, comme vous le savez, le développement du projet Renault à Tanger, et ça à Kenitra. Donc, l'agriculture et l'agroalimentaire, l'infrastructure aussi s'est développée de façon très importante, avec un réseau autoroutier actuellement de plus de 2000 km, 18 aéroports, le lancement de la première ligne TGV entre Tanger et Casablanca, qui va maintenant se développer de façon plus importante sur d'autres axes. Le projet Tanger-Med, qui a démarré avec le lancement du projet Renault, mais qui est en train de se développer sur d'autres écosystèmes. La santé reste un secteur où il y a beaucoup d'opportunités et qui reste fragile, parce que c'est un secteur qui vient maintenant juste de s'ouvrir avec le lancement de l'assurance maladie obligatoire, la libéralisation des cliniques qui étaient auparavant devaient obligatoirement avoir un médecin, être géré par un médecin. Maintenant, on l'ouvre au secteur privé, ce qui a quand même ouvert la possibilité à plusieurs fonds d'investissement ou investisseurs pour se lancer dans ce créneau où il y a tout à faire. Alors, les autres secteurs qui représentent un atout pour le Maroc, bien sûr, les autres industries, alors on en a que ce soit dans la chimie, parachimie, enfin j'ai cité l'électronique, enfin toute l'industrie qui porte un peu les secteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, l'automobile, l'aéronautique, etc., restent des secteurs très florissants. Les investissements, les IDE, directs extérieurs, sont en croissance importante, souvent à 2 chiffres, et montrent qu'il y a un intérêt vraiment très important de beaucoup de pays qui souhaitent, miser sur le Maroc au vu de tous les enjeux à venir. On parle de la Coupe du Monde 2030, on parle de l'actuelle Coupe d'Afrique de football, on parle de tous les lancements de projets dans les 12 régions, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que jusqu'à une date récente, c'est-à-dire 5-6 ans, le Maroc, où la politique ou l'économie marocaine restait plutôt centrée sur un triangle autour de Casablanca-Rabat, à peu près à 200 km, à Beyrouth 200 km. Mais depuis 5-6 ans, il y a eu la création de 12 régions, et chaque région maintenant, c'est encore 12 régions au Maroc, et chaque région maintenant essaie de se lancer avec des projets locaux, en se dotant de financement, en se dotant de toutes les feuilles de route qu'il faut. Alors, le troisième atout du Maroc, c'est sa position géographique. Donc, on est quand même à 14 km de l'Europe, avec l'Espagne, avec un partenariat qui a
ancien avec l'Union européenne et qui nous a permis quand même de nous développer en travaillant souvent en sous-traitance, notamment, si je me rappelle, comme tout à l'heure, le textile ou d'autres domaines, et qui a permis à l'économie marocaine de se développer, un savoir-faire local qui est maintenant souvent exporté vers d'autres pays d'Afrique, l'Afrique subsaharienne. Donc, on reste, bien sûr, vu notre position géographique, un carrefour entouré de la mer Atlantique et Méditerranée, avec des relations très développées avec les États-Unis, ce qui est souvent vu comme un avantage pour des investisseurs qui souhaitent utiliser le Maroc comme plateforme pour les États-Unis, puisqu'on a un accord de libre-échange avec ce pays. Et on verra tout à l'heure aussi qu'il y a aussi des opportunités pour l'Afrique subsaharienne, avec notamment la zone de libre-échange qu'on appelle le SLECAF. Voilà un peu pour les atouts. L'infrastructure au Maroc, pour avoir un peu plus de détails, c'est 16 aéroports internationaux avec un hub important à Casablanca, qui est une plateforme entre l'Europe et l'Afrique. Des ports, 38 ports, de rivages, comme je disais tout à l'heure. Le développement de tramways à Casablanca et Rabat, infrastructure urbaine qui est développée. C'était souvent avec des sociétés européennes. Les autoroutes, il y a un très fort développement également. Train grande vitesse, donc il y a des projets et des signatures de conventions avec la France pour développer d'autres lignes. Connectivité avec un maillage au niveau du pays qui permet une couverture très intéressante pour le débit Internet, etc. Donc, lorsqu'on s'implante, les sociétés s'implantent, quelle que soit la région du Maroc, en général, ils ont tout ce qu'il faut pour travailler au même titre que dans les pays européens. Le port Tanger-Med, qui est un quatrième plus grand port de la Méditerranée. Donc là, comme je disais tout à l'heure, il a démarré avec le développement d'Eurodon et maintenant c'est devenu une plateforme très très importante qui concurrence d'ailleurs Casablanca, qui est toujours le plus grand port marocain, mais qui est de plus en plus concurrencé par Tanger, qui est en même temps un port, mais aussi avec une zone franche, Tanger Free Zone, et donc et la TAC qui est la Tanger Automotive City. Il y a une plateforme dédiée à l'écosystème automobile. Là, je parle rapidement des stratégies. Enfin, ce que je voulais dire, peut-être pas dit de façon claire depuis le début, c'est que ce qu'on a réalisé depuis peut-être un peu plus d'une vingtaine d'années, c'est que tous les gouvernements qui étaient aux commandes au Maroc, ils ont travaillé de façon, par des plans sectoriaux. Enfin, ils ont vraiment mené l'économie un peu comme on le ferait pour une entreprise, avec des stratégies, des visions, choses qu'on n'avait pas avant. Donc, ce sont souvent que ce soit des ministres des gens qui sont venus du secteur privé. Et donc, ça donne que sur le plan économique et feuille de route, on a quand même une vision beaucoup plus claire. Donc, pratiquement tous les secteurs ont une feuille de route avec une vision et qui a commencé à donner beaucoup de résultats, que ce soit pour l'industrie avec actuellement une politique qui est tournée vers les clusters. Là, on a remarqué que, comme le Maroc, je pense, disons, on peut le comparer à beaucoup de pays, il est plutôt constitué de TPE, PME, PMI. Donc, on a vu que des entreprises seules n'arrivaient pas à assurer leur développement, aller à l'international, etc. Et faire de la recherche, faire du développement, etc. Donc, on a lancé cette politique de cluster pour donner un peu plus de poids aux stratégies donc, du secteur privé. Donc, cette politique de cluster, maintenant, est performante. Et l'objectif pour cette politique en termes industriels, c'est surtout de donner et de mettre en place une souveraineté locale, production locale, parce que le pays importe beaucoup, et c'est bien sûr dans la balance des paiements et commerciaux un impact très lourd. Mais quand je dis réduire les importations, ne veut pas dire
fermer la porte, c'est-à-dire que quand une entreprise étrangère veut s'implanter au Maroc, elle devient marocaine, hein, je dirais, même si elle garde, disons, un actionnariat international, c'est produire localement pour éviter que les produits soient importés, ce qui nous pèse sur le plan de la balance des paiements. Et la décarbonation est aussi une composante très importante dans la stratégie sectorielle du Maroc. Le tourisme, porté par, bien sûr, disons, l'histoire du Maroc, les villes impériales. Là, nous avons aussi, comme je disais tout à l'heure, tous ces objectifs pour la Coupe du Monde, etc. Donc, on s'est préparé. L'objectif en 2030, c'est 26 millions. Là, on doit être autour de pas loin de 20 millions. L'énergie, donc l'objectif, c'est 52% du mix énergétique couvert par les énergies renouvelables. Secteur des mines, à travers aussi le développement de l'OCP, le phosphate, et d'autres managem, etc. L'agriculture à son plan, Maroc plan vert. Logistique, j'en ai parlé, le développement des nouvelles technologies de l'information digitale et le gaz liquéfié. Donc, les incitations gouvernementales existent, elles sont très importantes. Je ne vais pas trop m'attarder, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais vous aurez cette présentation pour ceux qui le souhaitent. Donc, il y a un ensemble, un arsenal très important qui permet aux investisseurs qui veulent venir au Maroc s'implanter, de trouver une aide à travers le support, par exemple, de l'Agence marocaine de développement de l'investissement et de l'export. Au niveau des régions, on a des centres régionaux d'investissement qui sont comment dire, sur 12 régions qui ont pour objectif d'aider justement au développement local. Et bien sûr, il y a des zones de libre-échange, des soutiens au niveau de l'emploi. Enfin, il y a tout un arsenal qu'on pourra partager avec vous plus en détail si vous le souhaitez. La vision stratégique marocaine en Afrique. Alors, ce volet qui était un peu étonnant, parce que le Maroc a commencé depuis une vingtaine d'années à s'intéresser à l'Afrique. Et la semaine dernière, on était avec le conseil économique de l'ambassade de France, il disait à juste titre que la France sortait, en fait, beaucoup d'entreprises françaises quittaient l'Afrique, alors que le Maroc s'implante. Pourquoi cette réalité? Peut-être qu'au début, elle a commencé comme une réalité peut-être politique, mais pour un peu réduire aussi la dépendance vis-à-vis de l'Europe, parce que c'est vrai que l'économie marocaine reste liée à presque pas loin de 90% dans les échanges avec l'Europe. Donc ça a commencé pour ces souhaits-là, maintenant c'est devenu une réalité. Donc beaucoup de sociétés locales se sont implantées en Afrique. Ça a commencé par l'Afrique subsaharienne, mais maintenant il y a un maillage dans la plupart des pays d'Afrique, et ce qui peut être aussi très intéressant pour des sociétés européennes qui veulent s'implanter, ou étrangères en général, parce que du coup, on ne cible pas que 40 millions d'habitants, mais la plupart des pays d'Afrique qui peuvent être en prolongement de l'implantation au Maroc. Ce qui renforce ça, c'est comme je disais tout à l'heure, tous les accords qui ont été signés, parce que pour s'implanter, il faut des accords quand même politiques, des garanties en termes financiers pour l'implantation des banques, etc. L'autre élément qui est très important, qui va être une réalité encore plus intéressante à l'avenir, c'est la zone de libre-échange, la ZLECAf, qui est actuellement 54 pays signataires, dont fait partie le Maroc. Ça, c'est une idée de tous les accords de libre-échange qui a signé par le Maroc, qui montre, comme je disais, cette politique d'ouverture, cette volonté de travailler un peu avec tout le monde. Donc, États-Unis, Europe, avec un accord statut avancé, les accords d'Agadir avec les Émirats. Donc, tous ces accords permettent aux entreprises qui s'implantent au Maroc de pouvoir profiter de tous les avantages qu'ils permettent en accord de libre-échange. Donc là, c'est juste un petit détail, un petit rappel de tous ces accords de libre-échange. Les défis, alors, bon, et les opportunités, nous restons quand même un pays agricole. Ces dernières années, on a connu des années de sécheresse.
Actuellement, aujourd'hui, c'est la première journée où on a de la pluie. J'espère que c'est de bon augure pour le reste de l'année. Bon, l'inflation, bon, reste un niveau important, mais ça, c'était pour l'année dernière. Maintenant, elle est autour de 1%, qui est correct. Le changement de gouvernement, on prévoit qu'il y ait un changement de gouvernement. Bon, l'emploi reste un problème actuel. D'ailleurs, on a eu des jeunes qui sont un peu manifestés dernièrement. L'éducation, donc il y a en même temps un besoin et donc des opportunités pour ceux qui sont dans ce secteur, parce qu'il y a un problème de scolarisation, notamment au milieu, comment dire, rural. La santé, j'en ai parlé tout à l'heure. Après, les opportunités sont énormes dans le secteur de la santé, dans le tourisme, enfin dans le dessalement d'eau de mer, qui est bien sûr lié à cette problématique de sécheresse. Il y a déjà 11 stations de dessalement lancées et je pense que ça va se prolonger, ça va se développer encore plus à l'avenir. Voilà ce que j'avais dit tout à l'heure, des engagements importants qui ont boosté un peu le développement de l'économie et qui est porté par le football, qui reste un sport très populaire chez nous. Alors là, c'est juste une idée par rapport à l'importance de certains secteurs. J'ai dû faire un choix. Donc ça, c'est le secteur pharmaceutique qui est très important et qui a été, comment dire, accéléré depuis la Covid. Parce que bon, là justement, on a montré qu'il y avait besoin d'un développement local pour couvrir les besoins locaux. Il y a implantation d'énormément de sociétés internationales et il y a de la place encore pour du développement. Voilà, ça c'est un peu un rappel par rapport à toutes ce qui se passe dans le secteur de la pharmaceutique, qui est très important. Réseau routier, j'en ai parlé tout à l'heure, donc qui permet quand même d'amener du développement, pas seulement dans cette zone centrale de Casablanca-Rabat, mais dans toutes les régions. Parce que c'est un peu le challenge actuel de notre gouvernement, mais aussi pour le développement du pays. La transition énergétique, comme je disais tout à l'heure, n'est pas un vœu pieux ou un phénomène à la mode. C'est une réalité qui a commencé parce qu'on n'a pas de ressources pétrolières ni gazières, et donc on a dû développer l'éolien, le solaire, etc. Le biogaz et maintenant l'hydrogène vert. Alors, quelques éléments à connaître pour un investisseur au Maroc. Donc, le premier élément, d'ailleurs, qui était rappelé par tous les intervenants de la semaine dernière, il y avait une délégation du MEDEF, c'est vraiment le plus important, c'est la stabilité politique, l'ouverture économique et disons, un arsenal juridique modernisé. Donc, il y a un deuxième point qui est la charte de l'investissement, et depuis 2023, chaque année, une charte de l'investissement qui met en place, qui essaie de faciliter encore plus l'acte d'investir au Maroc. Les centres régionaux d'investissement qui sont implantés dans les 12 régions et qui sont liés donc, au ministère du Développement d'investissement et qui sont vraiment des partenaires, nos partenaires, puisque nous fait de l'accompagnement, qui essaient de faciliter autant que possible l'acte d'investir au Maroc, donc, encore plus pour des internationaux. Sécurité juridique, on a un arsenal juridique qui est avec des accords, notamment avec l'Union européenne, mais pas que, qui permettent quand même aux sociétés qui veulent s'implanter au Maroc d'être sécurisées sur des fonds qui sont leur acte d'investir. Fiscalité des entreprises, on voit aussi depuis 2023 qu'il y a des avancées. On essaie de donner plus de facilité aux entreprises pour bien sûr investir, parce que bon, on sait qu'elles recrutent, elles contribuent au comment dire, financement de l'État, etc. Voilà, donc il y a des réductions, il y a toute cette
cet arsenal qui est mis en place, il y a un patronat, c'est la CGM, et qui, chaque année, discute avec l'État et essaye de défendre, quand même, un peu comme le MEDEF ou la CPME en France, défendre l'entreprise et faciliter sa vie. Voilà, bon, ça c'est des idées sur les taxes actuelles. Je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. La population active est 12 millions. Une idée sur le SMIC qui est autour de 300, à peu près 300 euros par mois dans le secteur privé. Il est moins dans les secteurs agricoles. Des organismes de formation professionnelle. Voilà, les langues, j'en ai parlé tout à l'heure. Au niveau Maroc, il y a une facilité pour l'interculturel parce qu'on a été un pays qui a connu, disons, on est un carrefour, on a connu les Romains, enfin, l'invasion, l'apport romain, portugais, espagnol, français, voilà, et donc ce qui fait qu'au niveau de la population, on va trouver une facilité d'interagir avec la plupart des cultures internationales. Donc les salons, enfin, il y a des salons sectoriels comme vous pouvez le voir, que ce soit dans l'agroalimentaire, agricole, que ce soit dans le bâtiment. Le GITEX Africa, c'est un salon qui est géré depuis Dubaï, mais qui est devenu un des plus grands salons de nouvelles technologies, de l'information digitale, etc., qui a lieu à Marrakech. Après, vous avez d'autres salons sur la logistique, le textile, etc. Voilà, c'est d'autres salons. J'en ai relevé quelques-uns pour montrer que pratiquement tous les secteurs avaient un salon qui était dédié. Et souvent, nous conseillons de venir ou de programmer ces visites lorsqu'il y a une visite avec un salon pour pouvoir faire d'une pierre. Voilà, en résumé, monnaie stable, notation. Alors, la notation Standard & Poor's s'est améliorée, donc c'est maintenant BBB ou Investment Grade. Bien sûr, l'accord d'association qui permet de travailler à l'international et d'être un hub au niveau pour les entreprises qui souhaitent s'implanter ici pour travailler aussi vers l'Afrique subsaharienne ou le Middle East ou même États-Unis pour l'accord de libre-échange. Inflation maîtrisée, charte d'investissement, 12 régions, la décarbonation qui est une réalité, le hub africain de l'ASDECAF et un climat des affaires très favorable. Voilà. Alors, avant de clôturer, je dirais un rappel par rapport à ce qu'a présenté tout à l'heure Céline, que nous accompagnons les sociétés qui veulent s'implanter au Maroc depuis le début. En général, c'est une étude de marché avec peut-être une sélection de partenaires locaux. On organise aussi des roadshows parce que certains secteurs veulent d'abord connaître le pays avant de s'implanter de façon individuelle. Nous l'avons fait pour pas mal de clusters français ou européens. On travaille donc sur tout le secteur du business développement, vraiment dans toutes ses composantes. On peut accompagner au niveau commercial ou industriel, sélection de zoning ou conseil par rapport à l'implantation. Est-ce qu'elle est sur le plan juridique et fiscal, est-ce que c'est à travers une SA ou une SARL, etc. Nous faisons aussi du portage salarial et du recrutement. Et aussi des M&A, quand on a des sociétés qui souhaitent acquérir une société locale plutôt que de partir de zéro. Donc, on mène tout ça avec, bien sûr, nos experts et en faisant les due diligence qu'il faut, parce qu'il faut s'informer avant de s'implanter. Donc, voilà un peu notre contact. Et si, pour clôturer, je dirais que nous, on sera à votre disposition. Mais le conseil que je donnerai pour s'implanter au Maroc, quel que soit le partenaire, faites-vous accompagner parce que ça permet d'optimiser et de prendre le moins de risques possible. Alors, on a bien sûr localement, que ce soit la Chambre de commerce française, on a le Business France, et puis on a tout le réseau comme nous de Team France Export qui sont à votre disposition. Et n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Donc, je repasserai la main à Céline. Merci.
Merci Saad, merci beaucoup pour cette passionnante. Nous avons effectivement quelques questions. Donc, vu que tu viens de parler des sujets, notamment RH sur les domaines d'accompagnement, on a une question qui, travaillez-vous aussi avec le domaine RH et paye? Donc, je pense que la réponse est oui, sans Oui, aucun doute. tout à fait. On peut répondre oui largement à cette question-là. Tout à fait. J'ai aussi une autre question. Y a-t-il une politique gouvernementale ou des initiatives engagées au Maroc sur les nouvelles technologies et notamment l'IA? Oui, tout à fait. En fait, il se trouve que j'ai collaboré avec l'association locale qui s'appelle l'APEVI, l'Association marocaine